Je m'appelle David, j'ai 28 ans. Il y a quelques mois à peine, le soir où je célébrais la plus grande étape de ma carrière et ma promotion ultime, ma propre mère m'a regardé droit dans les yeux devant mon patron, mes mentors et mes plus proches collègues, et a calmement déclaré qu'elle aurait souhaité que je ne sois jamais né. Pendant que je réglais la note d'un somptueux dîner 5 étoiles, essayant désespérément de gagner enfin leur amour après une vie de sacrifices financiers et émotionnels épuisants, ils m'ont ri au nez. Ils m'ont complètement humilié devant 12 personnes que je respectais profondément, traitant mon existence comme une erreur regrettable, un fardeau qu'ils étaient forcés d'endurer. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ma nouvelle promotion d'entreprise signifiait que j'étais la personne même qui détenait les droits légaux sur leur énorme dette cachée. Ils n'avaient absolument aucune idée que le fils silencieux et obéissant qu'ils saignaient à blanc depuis des années était sur le point de devenir leur pire cauchemar. Et maintenant, ce sont eux qui pleurent devant mon bureau, implorant la pitié tout en faisant face à la ruine totale. Avant que je vous dise exactement comment j'ai renversé la situation, exposé leurs mensonges et tout leur épris, appuyez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice absolue, et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons au moment exact où mon monde entier s'est brisé et s'est reformé en quelque chose d'entièrement nouveau. Le restaurant était le Del Monaco, le genre d'établissement du centre-ville de Seattle où l'éclairage est toujours d'un or doux et indulgent. La verrerie en cristal coûte plus cher que ma première voiture et les serveurs se déplacent comme des fantômes silencieux. J'avais réservé leur salle à manger privée exclusive 3 mois à l'avance. J'ai payé la compte exorbitant avec le premier bonus de mon nouveau salaire. Le linge de table blanc immaculé, les lourds couverts en argent, le bourdonnement feutré des conversations polies provenant de la salle principale, les centres de table méticuleusement arrangés d'orchidées blanches. Tout était censé être parfait. Je voulais que ce soit parfait. J'avais invité mes meilleurs collègues, mes mentors de l'époque de Stanford, et les gens qui voyaient réellement ma valeur chaque jour dans les tranchées du conseil en entreprise. Et dans une dernière tentative, désespérée et finalement stupide, de construire un pont qui brûlait depuis mon enfance, j'ai invité mes parents. J'étais assis près du bout de la longue table en acajou. Ma mère, Eleanor, était assise en diagonale en face de moi. Elle portait une robe bleu marine sur mesure qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, payée avec une carte de crédit de secours que je remboursais discrètement chaque mois. Mon père, Robert, était assis à côté d'elle, sirotant un verre de scotch de 20 ans d'âge qui coûtait plus qu'une semaine de mon budget d'épicerie universitaire. L'air dans la pièce était épais, suffocant. Je pouvais sentir la tension émanant de mes parents dès qu'ils ont franchi les lourdes portes en chêne, les mains vides. Pas une seule carte, pas une seule fleur, pas même un ballon de félicitations bon marché acheté en pharmacie, juste une aura de profond désagrément. La conversation autour de la table avait été une lutte monumentale. Mes collègues, que Dieu les bénisse, ont fait de leur mieux pour inclure mes parents et les faire se sentir les bienvenus. Mon ami Marcus, un gars qui pouvait habituellement faire rire un mur de briques, a interrogé mon père sur son jeu de golf et ses récents projets de retraite. Sarah, une femme brillante que j'ai rencontrée pendant mon programme de MBA, qui était maintenant une analyste de premier plan, a essayé de complimenter ma mère sur son collier de perles. Mais chaque fois que les projecteurs se tournaient vers moi, chaque fois que quelqu'un essayait de louer les semaines épuisantes de 90 heures que j'avais consacrées à mon dernier projet, mes parents réorientaient habilement et impitoyablement la conversation. Ils la ramenaient directement au seul sujet qui les ait jamais intéressés, mon jeune frère, Arthur. Je forçais un sourire, sentant le nœud familier se serrer dans mon estomac, celui que je portais depuis que j'étais petit garçon. J'espérais juste que nous pourrions arriver au dessert sans incident majeur lorsque le coup final a été porté. Quelqu'un, je pense que c'était l'un des partenaires seniors, venait de me poser une question sur l'accord de restructuration immobilière que je gérais. J'ai pris une profonde inspiration pour répondre, pour expliquer les complexités du procès que nous venions d'éviter pour un client majeur. Mais ma mère a posé sa lourde fourchette en argent sur son assiette en porcelaine. Le léger cliquetis a résonné bruyamment dans la salle privée, faisant taire le faible murmure des voix. Elle a regardé autour de la table, ses yeux balayant mes collègues avec un air d'ennui poli. Et puis elle a fixé son regard froid et inébranlable sur moi. Elle n'a pas chuchoté. Elle ne s'est pas penchée. Elle n'a pas essayé de garder cela comme une affaire de famille privée. Sa voix était claire comme du cristal, portant parfaitement par-dessus le jazz doux diffusé par les haut-parleurs du plafond. Vous savez, parfois je me demande pourquoi David prend ses petits boulots de bureau si au sérieux, a-t-elle dit. Sa voix était enrobée de ce ton doux et venimeux qu'elle avait perfectionné au fil des ans.
Le ton qui ressemblait à du miel m'est coupé comme du verre. Arthur ne cause jamais ce genre de drame avec ses ambitions. Il est en train de bâtir un empire. Honnêtement, en regardant à quel point tu rends tout épuisant, David. Elle a fait une pause, prenant une délicate gorgée de son vin blanc coûteux, laissant le suspense monter. J'aurais souhaité que tu ne sois jamais né. Les conversations se sont instantanément interrompues. Les vers se sont arrêtés en plein air. La musique de jazz a soudain semblé beaucoup trop forte, se moquant de la dévastation absolue qui venait d'être jetée au centre de la pièce. J'ai senti le sang quitter complètement mon visage. Les bords de ma vision se sont brouillés. J'ai regardé Sarah. Ses yeux étaient grands ouverts. Sa bouche légèrement entr'ouverte dans un choc pur et non frelaté. Marcus a serré sa serviette en lin si fort que ses jointures sont devenues blanches comme des os, sa mâchoire serrée. Mon patron, Monsieur Sterling, un homme qui commandait les conseils d'administration d'un seul regard et montrait rarement ses émotions, s'est complètement figé. Il regardait ma mère comme si elle venait de se faire pousser une deuxième tête, complètement déconcerté par la cruauté pure de sa déclaration. Le silence qui a suivi était suffocant. C'était le genre de silence qui appuie contre vos tympans, lourd et chargé. Chaque père Dieu à cette table s'est tourné vers moi. Ils attendaient de voir ce que j'allais faire. Ils me connaissaient comme le professionnel silencieux, le gars qui absorbait la pression, le gars qui trouvait toujours une solution diplomatique à la pire crise. L'homme qui ne laissait jamais ses émotions dicter ses actions. Ils s'attendaient à ce que je me ratatine. Ils s'attendaient à ce que j'offre un rire nerveux et autodépréciatif, à ce que je trouve une excuse pathétique pour elle. À ce que j'avale le poison comme je l'avais toujours fait pour maintenir la paix. J'ai regardé ma mère. Son expression était triomphante. Elle attendait que je craque. Elle s'en nourrissait. J'ai regardé mon père. Il faisait nonchalamment tourner son scotch, regardant le liquide ambré capter la lumière. Pas la moindre trace de défense ou de protection pour son fils aîné sur son visage. Il avait en fait l'air légèrement amusé par tout le spectacle. Dans cette fraction de seconde figée, quelque chose de profond à l'intérieur de ma poitrine est mort. Le petit garçon désespéré et plein d'espoir qui voulait juste que ses parents soient fiers de lui. Le garçon qui s'était cassé le dos pour leur approbation a simplement cessé d'exister. J'ai senti un étrange calme glacial envahir tout mon corps. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais c'est à ce moment-là que ma vie a vraiment commencé. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la réalité absolue de ma famille s'installer dans mes os. Pour comprendre pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait et comment j'ai finalement orchestré leur chute complète et totale, vous devez comprendre le cauchemar que j'ai survécu pour arriver à cette chaise. Grandir dans notre maison de style colonial à 2 étages à Rochester, c'était comme vivre dans un théâtre où j'étais en permanence casté comme machiniste et mon frère Arthur était la star incontestée du spectacle. La maison elle-même était belle de l'extérieur, exactement le genre de maison que l'on voit dans les publicités vendant le parfait rêve américain. Nous avions une pelouse verte manucurée, une nouvelle couche de peinture blanche sur le bardage, un quartier solide où les gens assistaient aux réunions de l'association des propriétaires et organisaient des barbecues de quartier. Mais à l'intérieur de ces murs, l'air semblait constamment se refermer sur moi. La règle tacite et inflexible de notre foyer était simple. Arthur était le soleil, et le reste d'entre nous n'étions que des planètes insignifiantes destinées à orbiter autour de lui et à le garder au chaud. Si Arthur éternuait, ma mère traitait cela comme une urgence nationale, se précipitant pour faire de la soupe maison et gonfler ses oreillers. Si Arthur ramenait à la maison un ruban de participation d'une rencontre d'athlétisme junior, une course qu'il avait terminée avant-dernier, mon père l'annonçait à table comme une nouvelle de dernière heure à la télévision. Arthur était beau, charismatique, incroyablement manipulateur et totalement allergique au travail acharné. Mais aux yeux de mes parents, il était l'enfant prodige. Il ne pouvait absolument rien faire de mal. Et puis il y avait moi. J'étais le fiable, le silencieux, l'invisible. J'étais celui qui réparait l'évier cassé quand le plombier était trop cher, celui qui pelletait la neige de l'allée par des températures glaciales pendant qu'Arthur dormait. Celui qui avait des appartous sans que personne ne prenne jamais la peine de vérifier mes bulletins scolaires. J'ai appris très tôt que mes réussites n'étaient pas une source de fierté pour mes parents. Elles étaient des menaces pour l'ego fragile d'Arthur. Je me souviens du printemps de mes 14 ans. C'était un après-midi d'avril frais. Je venais de remporter la première place au concours de mathématiques régional de l'État. J'ai pris le bus scolaire jaune pour rentrer chez moi,
serrant ce certificat gaufré impeccable dans une lourde pochette en plastique. J'avais terriblement peur de plier les coins. J'ai franchi la porte d'entrée, mon cœur battant contre mes côtes avec cet espoir enfantin insensé que peut-être, juste pour une fois, il me regarderait avec la même fierté rayonnante qu'il réservait à mon frère. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, feuilletant nonchalamment un magazine de mode de vie glacée. Je me suis approché du comptoir en marbre et j'ai posé le certificat juste devant elle, juste au-dessus d'un article sur les maisons de vacances d'été. « Maman, j'ai gagné », ai-je dit, ma voix tremblant un peu d'excitation. Première place dans tout l'État. Mon professeur a dit que je pourrais obtenir une bourse. Elle n'a même pas levé les yeux de son magazine. Elle a tendu la main, a poussé aveuglément le certificat d'un pouce vers la gauche pour qu'il ne bloque pas sa vue d'une recette, et a fait un geste de la main dédaigneux et irrité. « C'est bien, David », a-t-elle murmuré, son ton parfaitement plat. Puis une fraction de seconde plus tard, son visage s'est illuminé, se transformant complètement, et elle m'a finalement regardé. « As-tu vu Arthur faire de la moto tout-terrain dehors ? Il devient si rapide. Son équilibre est tout simplement incroyable pour son âge. Va dehors et assure-toi qu'il ne tombe pas et ne s'érafle pas le genou. » Je suis resté là un moment, absorbant la piqûre. Puis j'ai tranquillement pris mon certificat, je suis monté les escaliers jusqu'à ma petite chambre, et je l'ai glissé au fond de mon placard sous une pile de vieilles boîtes à chaussures. Je ne leur ai plus jamais montré une autre note, une autre récompense, ou une autre bride de ma vie. Au fil des ans, la négligence émotionnelle s'est systématiquement transformée en exploitation financière flagrante. Au moment où je suis arrivé au lycée, mes parents m'ont fait asseoir dans le salon et m'ont expliqué que puisque j'étais le frère aîné, je devais apprendre la responsabilité d'adulte. Ils ont complètement arrêté de me donner de l'argent de poche, ont refusé d'acheter mes vêtements d'école et m'ont dit que je devais couvrir mes propres dépenses. Je n'ai pas discuté. J'ai trouvé un travail dans un restaurant local en périphérie de la ville, retournant des hamburgers graisseux et récurant des sols sales jusqu'à ce que mes mains sentent en permanence l'huile bon marché et l'eau de Javel. Je me levais à 4 heures du matin pour travailler le service du petit déjeuner avant la sonnerie de l'école. Et je travaillais tard le soir, essuyant les tables pendant qu'Arthur allait à des fêtes de lycée avec des vêtements que mes parents lui avaient achetés. Quand est venu le temps de l'université, mes parents ont clairement fait savoir qu'il n'y avait pas de fonds d'études pour moi. Ils m'ont fait asseoir et m'ont dit que leurs économies étaient bloquées dans leurs 401K et la lourde hypothèque de la maison et qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'aider. J'ai été contraint de contracter des prêts étudiants qui pesaient comme une montagne de briques de plomb sur ma poitrine. J'ai cumulé 3 emplois simultanément pendant mes années de premier cycle juste pour garder la tête hors de l'eau. J'ai donné des cours de soutien en statistique à des étudiants de première année en difficulté. J'ai travaillé le quart de nuit éreintant à l'inventaire dans un immense entrepôt, transportant des boîtes jusqu'à ce que mon dos me fasse mal. Et j'ai conduit pour une société de covoiturage le week-end, faisant face à des passagers ivres et agressifs. Pendant ce temps, l'expérience universitaire d'Arthur était entièrement financée, une bourse complète de la banque de papa et maman. Mes parents ont payé ses frais de scolarité hors de l'État, le loyer de son appartement de luxe hors campus et ses cotisations ridicules de fraternité. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi les règles étaient complètement différentes pour Arthur, il m'a regardé comme si j'étais un imbécile qui ne comprenait pas le monde réel. Arthur est en train de se construire un réseau, a dit mon père, ajustant agressivement sa cravate en soie. Il a besoin de socialiser avec les bonnes personnes pour assurer son avenir. Tu n'es qu'un rat de bibliothèque, David. Tu n'as pas besoin des mêmes ressources ou relations pour t'asseoir à un bureau. Même en jonglant avec 3 emplois et en survivant avec 4 heures de sommeil par nuit, j'ai réussi à envoyer un peu d'argent à la maison. Ma mère m'a appelé en pleurant hystériquement pendant l'hiver de ma 3e année, prétendant que ma tante Suzanne était terriblement malade et qu'ils avaient du mal à aider avec ses factures médicales croissantes tout en suivant l'hypothèque de la maison. Elle a sangloté, disant qu'ils se noyaient dans les dettes et pourraient perdre la maison. J'ai paniqué. Malgré tout, ils étaient ma famille. J'ai encore plus serré ma ceinture, vécu de nouilles instantanées bon marché, porté des chaussures avec des trous dans les semelles et mis en place un virement bancaire automatique de $2000 chaque mois sur leur compte joint. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que je prenais mes responsabilités et que j'étais un bon fils. Puis est arrivé ce jour glacial de novembre. J'ai découvert la vérité laide et absolue. J'avais conduit 6 heures à travers une tempête de neige pour retourner à Rochester pour le dîner de Thanksgiving. La maison sentait la dinde rôtie et une tension épaisse et tacite.
J'avais besoin d'un stylo pour remplir un formulaire d'aide financière pour mon fournisseur de prêt étudiant. Alors, je suis entré dans le bureau de mon père et j'ai ouvert le tiroir supérieur de son bureau en acajou. J'ai déplacé une pile d'enveloppes de factures et en dessous, j'ai trouvé un relevé bancaire du compte joint exact sur lequel j'envoyais mon argent durement gagné. Je me suis figé. Mes yeux se sont fixés sur les chiffres. J'ai parcouru les lignes de transaction. Les 2000 $ que je transférais le premier de chaque mois n'allaient pas à une société de crédit hypothécaire. Ils n'allaient pas à un hôpital pour tante Suzanne. Ils étaient acheminés directement vers un concessionnaire automobile de luxe dans une ville voisine. Mon cœur battait agressivement contre mes côtes alors que je fouillais plus profondément dans le tiroir désorganisé. Mes mains tremblaient. J'ai trouvé le contrat de location niché dans un dossier rouge. C'était pour une Porsche 911 neuve, toutes options. Le conducteur principal indiqué n'était pas mon père. C'était Arthur. J'ai eu la nausée. La pièce a tourné. Ma vision s'est brouillée alors qu'une rage pure et non frelatée inondait mon système. Toutes ces nuits glaciales où je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin, frissonnant dans un appartement plein de courants d'air parce que je ne pouvais pas me permettre d'allumer le chauffage. Toutes ces fois où j'ai sauté des repas et ignoré mon estomac gargouillant pour que ma mère ne pleure pas à l'idée de perdre notre maison d'enfance. Tout cela était un énorme mensonge calculé. Je me cassais le dos, détruisais ma jeunesse pour financer une voiture de sport de luxe afin que mon frère paresseux et arrogant puisse jouer le rôle d'un entrepreneur à succès pour impressionner ses frères de fraternité. Je suis entré dans le salon, serrant le contrat de location si fort que le papier s'est froissé. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir, regardant nonchalamment un match de football. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je exigé, ma voix tremblant d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai jeté les papiers directement sur ses genoux. Il a à peine sourcillé. Il a nonchalamment ramassé le papier, a jeté un coup d'œil au logo Porsche, puis m'a regardé avec des yeux froids, durs et impassibles. « C'est exactement ce que ça a l'air d'être », a-t-il dit calmement, sans une once de culpabilité dans la voix. « Tu m'as menti », ai-je rétorqué, ma voix s'élevant. Maman a pleuré au téléphone à propos de tante Suzanne. « Tu as dit que vous alliez perdre la maison. Je vous envoie 2000 $ par mois. De l'argent pour lequel je saigne. Et vous avez acheté une Porsche à Arthur. » Mon père s'est levé, me dominant. Il a pointé un doigt épais directement sur ma poitrine. « N'élève pas la voix dans ma maison. Arthur essaie de lancer une start-up technologique. Il a besoin d'une certaine image pour attirer des investisseurs de haut niveau. Tu travailles dans un bureau, David. Tu ne comprendrais pas les exigences intenses des affaires de haut niveau. Nous avons utilisé les ressources familiales pour soutenir les meilleurs intérêts de la famille. Fin de la discussion. Ressources familiales, j'ai ri, un son amer et creux qui m'a écorché la gorge. C'est mon sang et ma sueur. C'est mon argent. Vous m'avez volé. Tu nous dois bien ça pour t'avoir élevé, a crié ma mère, se précipitant dans la pièce avec un torchon à la main, le visage tordu de colère. Arrête d'être si égoïste, David. Ton frère va bientôt devenir millionnaire, et alors il te remboursera. Tu devrais être honoré de l'aider à construire son avenir au lieu d'être si jaloux et mesquin. Je les ai regardés, tous les deux, debout côte à côte, défendant vigoureusement l'indéfendable. Ils ne ressentaient absolument aucune honte. Ils se sentaient entièrement en droit de ma force vitale. J'ai alors réalisé avec une clarté cristalline que je n'étais pas un fils pour eux. J'étais un distributeur automatique de billets. J'étais une bête de somme. Je me suis retourné et j'ai quitté la maison ce Thanksgiving sans manger une seule bouchée. J'ai conduit 6 heures pour retourner à mon appartement glacial en silence complet. Mais je n'ai pas arrêté les transferts. Pas encore. J'étais sur le point de terminer mon diplôme et je postulais secrètement au programme de MBA très compétitif de Stanford. Je savais que si je les coupais à ce moment-là, le harcèlement incessant, les appels téléphoniques hurlants et les culpabilisations agressives détruiraient ma concentration et compromettraient mes examens. Je devais m'en sortir proprement. J'ai avalé la rage, les enfoui profondément dans une boîte sombre et verrouillée à l'intérieur de mon esprit, et je les ai laissés penser qu'ils avaient gagné. Je les ai laissés penser que j'étais toujours leur imbécile obéissant. 2 années implacables plus tard, j'ai traversé la scène ensoleillée de Stanford, tenant un MBA qui représentait plus de nuits blanches, de repas sautés et de souffrances silencieuses que quiconque dans le public ne pourrait jamais mesurer. J'avais survécu.
J'avais déjoué les pronostics qui étaient contre moi à cause de mon propre sang. J'ai décroché un emploi très convoité dans une prestigieuse société de conseil en entreprise à Seattle. Le salaire de départ était au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé, et la prime à la signature seule suffisait à effacer une part massive de mes prêts étudiants suffocants. Pour la première fois de toute ma vie, j'avais l'impression de respirer de l'air pur. Seattle était un monde à part de Rochester. La pluie persistante, les gratte-ciel de verre imposants, le bourdonnement constant et énergisant de l'ambition dans les rues. C'était comme un véritable nouveau départ à l'entreprise. Mon éthique de travail implacable, forgée dans les restaurants et les entrepôts, a finalement payé. Les gens l'ont remarqué. Je n'avais pas besoin de crier pour me faire entendre ou de mendier un respect de base. Mes feuilles de calcul impeccables, mon analyse de marché acérée, ma gestion de crise de fin de soirée, tout parlait de lui-même. Mon patron, Monsieur Sterling, était un homme qui ne tolérait ni les imbéciles ni la politique de bureau. Il était exigeant, brillant, profondément juste et une légende dans le monde de l'entreprise. Il m'a fait venir dans son spacieux bureau d'angle après que mon premier projet majeur s'est terminé 3 semaines en avance et avec des millions de dollars de moins que le budget. Tu as une capacité rare, David, m'a dit Sterling, se penchant en arrière dans son lourd fauteuil en cuir et joignant ses doigts. Tu ne résous pas seulement les problèmes. Tu les anticipes avant qu'ils ne surviennent. Tu opères avec un niveau de résilience que je vois rarement chez les gars de ton âge. Continue comme ça. Garde la tête froide. Et tu dirigeras cet étage dans quelques années. Je suis sorti de son bureau avec une sensation étrange et inconnue dans la poitrine. C'était le sentiment d'être véritablement apprécié pour qui j'étais et ce que je pouvais faire. C'était complètement étranger pour moi et je voulais désespérément m'y accrocher. Mais la paix n'a jamais été un état permanent quand il s'agissait de ma famille. L'attraction gravitationnelle de leur toxicité était incroyablement forte et ils trouvaient toujours un moyen d'étendre leurs griffes à travers le pays. Tante Suzanne m'a appelé un dimanche matin. J'étais assis dans mon appartement, buvant mon café et révisant un contrat. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas répondre. Suzanne jouait le rôle de la tante douce, attentionnée et excentrique. Mais elle était entièrement loyale à ma mère. Elle était l'espionne de la famille, la collectrice d'informations. David, chéri, j'ai vu ton nouveau titre de poste sur LinkedIn, a ronronné tante Suzanne au téléphone, sa voix dégoulinant d'une fausse affection. Consultant senior, ça a l'air si incroyablement chic. Ta mère doit être si fière de son garçon. Je ne lui ai pas beaucoup parlé, tante Suzanne. J'ai été occupé, ai-je répondu, gardant ma garde, mon ton neutre. Oh, tu sais comment elle est. Elle t'aime profondément. Elle a juste du mal à le montrer, a menti doucement Suzanne, pratiquant la tradition familiale du gaslighting. Tu devrais les inviter à Seattle. Montre-leur ta nouvelle vie, peut-être un bon dîner. Ça signifierait le monde pour eux de te voir réussir. Et strictement entre toi et moi, Arthur a des difficultés. La start-up technologique ne va pas bien. Tes parents sont incroyablement stressés par l'argent. Ils ont besoin d'une victoire, David. Ils ont besoin de voir la famille. J'ai raccroché le téléphone, sentant une culpabilité familière et écœurante s'installer dans mon estomac. Malgré la Porsche, malgré les années de négligence, le lien traumatique était une lourde chaîne rouillée. Le petit garçon en moi, celui qui voulait juste leur montrer son certificat de mathématiques, voulait encore leur prouver qu'ils avaient tort. Je voulais m'asseoir en face d'eux dans un bon restaurant, payer la note coûteuse avec ma propre carte de crédit premium, et les forcer à reconnaître que j'étais un immense succès. Je voulais qu'ils voient que le fils qu'ils traitaient comme de la saleté avait bâti un empire à partir de rien, sans un centime de leur argent. Alors, contre toute logique et mon meilleur jugement, j'ai organisé le dîner de célébration au Del Monaco. J'ai réservé la salle privée coûteuse. J'ai payé leur vol en première classe pour Seattle. J'ai même organisé une voiture de ville noire pour les prendre à l'aéroport et les emmener dans un hôtel de luxe que j'ai payé. La semaine précédant le dîner a été chaotique et brutale à l'entreprise. Un consultant senior nommé Greg, un type qui avait obtenu son poste grâce à un népotisme agressif et passait la plupart de ses journées à jouer au golf sur son téléphone ou à lécher les bottes de la direction, a activement essayé de saboter mon rapport trimestriel. Il a intentionnellement retenu des données financières cruciales d'un profil de client majeur, espérant que je raterais la présentation pour qu'il puisse intervenir, jouer le héros et prendre en charge le compte lucratif. Mais il m'a gravement sous-estimé.
J'avais passé toute ma vie à faire face à des maîtres manipulateurs. Je l'ai complètement contourné, j'ai extrait les données directement de l'équipe juridique du client, j'ai travaillé 48 heures d'affilée et j'ai livré une présentation impeccable et à toute épreuve qui a assuré un renouvellement de contrat massif. Marcus, mon ami le plus proche à l'entreprise et un gars qui ne tolérait aucun manque de respect, a coincé Greg dans la salle de pause plus tard cet après-midi-là. Je me versais un café et j'ai tout entendu. Je pouvais entendre la voix de Marcus dégoulinant d'un dédain absolument mortel. Si tu essaies encore de t'en prendre à David, Greg, je m'assurerai personnellement que Sterling voit ton historique de navigation sur Internet et tes fausses notes de frais des 6 derniers mois. Laisse tomber. Tu ne joues pas dans la même catégorie. Savoir que j'avais des gens féroces et loyaux comme Marcus à mes côtés a rendu l'arrivée imminente de mes parents légèrement plus supportable. Je me suis dit que j'étais assez fort pour les gérer maintenant. J'étais un adulte. J'avais réussi. La nuit du dîner est finalement arrivée. Je me tenais à l'entrée de la salle privée, accueillant mes collègues à mesure qu'ils arrivaient. Tout le monde était élégamment habillé. Il y avait des rires, de la chaleur et une véritable célébration dans l'air. Les serveurs versaient du champagne cher. Et puis mes parents sont entrés. Ils n'ont pas regardé avec admiration le magnifique lieu que j'avais fourni. Ils ne m'ont pas souri chaleureusement. Ma mère a immédiatement plissé le nez devant l'arrangement floral coûteux au centre de la table, marmonnant quelque chose à propos d'allergie. Mon père a regardé sa montre, a soupiré lourdement et a ajusté sa veste de costume, l'air profondément ennuyé. Le trafic depuis l'hôtel était un véritable cauchemar, a grogné mon père comme seul salut. Pas de bonjour, pas de « nous sommes fiers de toi », juste une plainte. J'ai avalé difficilement, arborant un sourire diplomatique. Heureux que vous soyez arrivés sains et saufs. Laissez-moi vous présenter à tout le monde. Je les ai fait faire le tour de la pièce. Je les ai présentés à Sarah, à Marcus, et enfin à Monsieur Sterling. Sterling a tendu la main avec un sourire poli et professionnel. Robert, Eleanor, c'est un plaisir de vous rencontrer, a dit Sterling en serrant la main de mon père. Vous devez être incroyablement fiers de David. C'est l'un des esprits les plus vifs que nous ayons jamais recrutés. C'est un véritable atout. Ma mère a offert un sourire mince et cassant, ses yeux balayant la pièce comme pour évaluer la valeur nette de chaque personne présente. Oh, eh bien. David a toujours aimé lire ses petits livres. Nous sommes juste heureux qu'il ait enfin trouvé un bureau où s'asseoir pour ne pas avoir de problème. Notre plus jeune, Arthur, c'est le vrai visionnaire de la famille. Il est en train de bâtir une immense entreprise technologique à partir de zéro. Vous savez ce que c'est. Les vrais innovateurs ne travaillent pas pour les autres. Ils créent les emplois. Elle a vraiment dit ça au PDG de l'entreprise. Le sourire de Sterling n'a pas faibli, mais ses yeux sont devenus complètement glacials. L'évaluant instantanément. Vraiment, a-t-il répondu, son ton parfaitement neutre, mais teinté d'un tranchant indéniable. Il m'a regardé, un message silencieux de solidarité et de compréhension passant entre nous. Il a vu clair en eux. Nous nous sommes assis pour dîner. La nourriture est arrivée en plats impeccables. Bisque de homard, bœuf wagyu, coquilles Saint-Jacques poêlées et truffes. J'ai tout payé. Pourtant, alors que les assiettes étaient débarrassées, mes parents ont lancé une campagne implacable et calculée de destruction passive-agressive. Lorsque Marcus a mentionné avec enthousiasme ma récente promotion et l'énorme bonus qui y était attaché, mon père a ri d'un air moqueur. Les promotions dans ces boulots d'entreprise ne signifient que plus de paperasse et une tension artérielle plus élevée, a ricané mon père en coupant son steak. Arthur fait son propre emploi du temps. Il est son propre patron. Il vient de conclure une réunion massive à Miami la semaine dernière. Les avantages d'être PDG. Arthur avait conduit la Porsche que j'avais payée jusqu'à Miami pour faire la fête avec des étudiantes. Il n'y avait pas eu de réunion. Je le savais. Il le savait. Mais ils étaient assis là, mentant effrontément à mes collègues respectés, essayant désespérément de me faire paraître petit et insignifiant. La colère montait en moi. Une pression chaude et lourde derrière mes côtes, menaçant d'exploser. J'ai gardé le silence. Je me suis concentré sur ma respiration. Je voulais juste que la nuit se termine. Je pensais que le pire était passé. J'avais tellement, incroyablement tort. Le dessert a finalement été servi.
De petites assiettes élégantes de ganache au chocolat noir garnies de feuilles d'or comestibles ont été délicatement placées devant chaque invité. La pièce s'était installée dans un silence tendu et inconfortable. Mes collègues étaient des gens intelligents et très perspicaces. Ils avaient très vite compris la dynamique toxique et abusive. Les rires faciles du début de la soirée avaient complètement disparu, remplacés par un bavardage prudent, défensif et poli qui semblait atrocement forcé. Monsieur Sterling, sentant le besoin désespéré de sauver la célébration et de reconnaître formellement mon travail acharné, s'est levé. Il a pris sa coupe de champagne en cristal et l'a doucement tapotée avec une lourde cuillère en argent. Le son clair et retentissant a instantanément capté l'attention de la salle. Tout le monde s'est tourné vers lui. « Si je peux avoir votre attention un instant », a commencé Sterling, sa voix profonde portant une autorité naturelle et indéniable. « Je voudrais porter un toast. Quand je regarde notre industrie, je vois beaucoup de gens qui veulent désespérément le titre prestigieux, mais qui ne veulent absolument pas fournir le travail épuisant. Et puis il y a David. » Sterling s'est tourné pour me regarder directement. Son expression était sérieuse et pleine d'un respect sincère. David est entré dans cette entreprise et a repris un portefeuille qui aurait brisé des vétérans chevronnés. Il a navigué dans un procès potentiellement désastreux avec notre plus gros client le mois dernier, non pas en criant, non pas en jetant de l'argent sur le problème, mais en trouvant une faille juridique brillante et discrète qui a permis à tout le monde d'économiser des millions de dollars. C'est un homme d'un immense caractère et d'une grande intégrité. Il ne demande pas les feux de la rampe, mais il les mérite indéniablement. À David, un consultant brillant, un atout inestimable pour cette entreprise, et un homme encore meilleur. À David, a fait écho la table à l'unisson. Marcus a levé son verre bien haut, un large sourire sur son visage. Sarah m'a regardé avec éclat, ses yeux brillants de fierté. Pendant une seconde fugace et merveilleuse, la chaleur et la validation que j'avais désirées toute ma vie m'ont envahi. Je me sentais vu. Je me sentais respecté. Et puis ma mère a décidé qu'elle en avait assez de mon succès. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas levé de verre. Elle a juste laissé le silence de célébration s'installer pendant exactement un temps de trop avant de parler. Sa voix était imprégnée de pur venin. Eh bien, c'est un discours assez dramatique, a dit ma mère. Sa voix a traversé la chaleur de la pièce comme une lame de rasoir rouillée. C'est agréable de voir que David a trouvé un endroit où il se sent à l'aise pour faire de la paperasse. Vous savez, parfois je me demande pourquoi David prend ses petits boulots de bureau si incroyablement au sérieux. La pièce entière s'est raidie. La température a semblé chuter de 10 degrés. Mon père a gloussé. Il a vraiment gloussé, faisant tourner son scotch, l'air entièrement satisfait de sa cruauté. Ma mère a continué, ses yeux se fixant sur les miens avec une malice absolument calculée. Arthur ne cause jamais ce genre de drame avec ses ambitions. Il est là-bas, à faire de vraies vagues, à gérer de l'argent réel. Honnêtement, en regardant à quel point tu rends tout épuisant et pathétique, David. Elle s'est adossée à son fauteuil moelleux, croisant les bras, une expression de dégoût pur et non frelatée sur son visage. J'aurais souhaité que tu ne sois jamais né. La boucle était bouclée. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds, toxiques et suffocants. J'ai regardé autour de la table. La main de Sarah couvrait sa bouche. L'horreur était peinte sur son visage. Marcus avait l'air sur le point de sauter par-dessus la table en acajou et de retirer physiquement mon père de la pièce. Sterling regardait mes parents avec un air de calcul froid et clinique. Le genre exact de regard qu'un juge porte à un criminel condamné et non repentant juste avant de prononcer la sentence. L'immense pression en moi a finalement cédé. Mais ce n'a pas été une explosion bruyante et désordonnée. Ce n'a pas été une dispute à grands cris. C'était l'éclatement silencieux, absolu et permanent de la dernière chaîne rouillée qui me liait à eux. L'illusion d'une famille qui avait duré toute une vie s'est évaporée dans les airs, ne laissant que la froide réalité. La peur paralysante de leur désapprobation a complètement disparu. Je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme un homme qui s'était enfin réveillé d'un très long, très mauvais cauchemar. J'ai posé ma serviette en lin blanc proprement sur la table. Le mouvement était lent, délibéré. Chaque œil dans la pièce a suivi ma main. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds en bois ont gratté bruyamment contre le parquet. Je me suis levé de toute ma hauteur. J'étais plus grand que mon père.
J'étais plus fort que mon père. Et pour la première fois en 28 ans sur Terre, je savais au plus profond de mon âme que j'étais meilleur qu'eux deux. J'ai baissé les yeux sur ma mère. La satisfaction suffisante et victorieuse sur son visage a commencé à faiblir légèrement, remplacée par une petite lueur incertaine de confusion. Elle s'attendait pleinement à ce que je pleure. Elle s'attendait à ce que je quitte la pièce en honte pour qu'elle puisse jouer la victime qui souffre depuis longtemps et dire à tout le monde à quel point j'étais trop sensible et dramatique. Tu aurais souhaité que je ne sois jamais né, ai-je répété. Ma voix était incroyablement stable, parfaitement calme et terrifiante de froideur. Elle a résonné dans la pièce silencieuse. Mon père s'est hérissé, bombant le torse, essayant de reprendre le contrôle du récit. Écoute-moi bien, David, ne fais pas de scène devant tes petits amis. Tais-toi, ai-je dit. Je n'ai pas crié. Je lui ai juste commandé avec une autorité absolue. Et à ma grande surprise, et peut-être à la sienne, il a fermé la bouche. J'ai regardé à nouveau ma mère, gravant son visage dans ma mémoire pour la toute dernière fois. Vous avez passé toute ma vie à me traiter comme une banque, un serviteur non rémunéré et un punching ball. Vous avez volé mon argent pour acheter une Porsche à votre fils préféré pendant que je mangeais des nouilles instantanées pour survivre. Vous m'avez menti sur des urgences médicales familiales pour vider mon compte en banque. Vous avez pris tout ce que j'avais à donner et ne m'avez donné que du mépris en retour. Comment oses-tu, a sifflé ma mère, son visage devenant d'un rouge tacheté et laid. Elle a jeté un regard nerveux à Sterling, réalisant soudain que son masque soigneusement élaboré avait complètement glissé devant des personnes très importantes et très puissantes. Non, les jeux coupés, m'approchant de la table, ma voix sonnant avec finalité. Comment osez-vous? Mais vous savez quoi? Vous m'avez enfin donné exactement ce dont j'avais besoin ce soir. Vous m'avez donné de la clarté. Une clarté parfaite. Je les ai regardés tous les deux, mémorisant la panique authentique qui commençait enfin à s'installer derrière leurs yeux alors qu'ils réalisaient que je ne reculais pas. Vous auriez souhaité que je ne sois jamais né, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave, portant le poids absolument écrasant d'un jugement final. Considérez votre souhait comme exaucé. Considérez-moi comme si je n'avais jamais existé. Vivez vos vies comme s'il n'y avait jamais eu de fils du nom de David. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle avait l'air terrifiée. J'en ai complètement fini avec vous, ai-je dit. Je me suis tourné vers Monsieur Sterling. Je m'excuse sincèrement pour la perturbation, monsieur. Veuillez profiter du reste de la soirée. La note est entièrement réglée. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné les talons et j'ai quitté la salle privée. J'ai traversé la salle à manger principale, j'ai poussé les lourdes portes en verre du Del Monaco et je suis sorti sous la pluie glaciale et torrentielle de Seattle. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. J'ai hélé un taxi, je suis monté à l'arrière et j'ai sorti mon téléphone. Alors que les lumières de la ville se brouillaient à l'extérieur de la vitre mouillée, j'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allé directement aux virements automatiques programmés. Le paiement mensuel de $2000 pour la précieuse Porsche d'Arthur. Annuler le paiement. Les paiements que je faisais encore pour leurs factures exorbitantes. Annuler. La carte de crédit de secours que je leur laissais pour les urgences, qu'ils utilisaient régulièrement pour les restaurants chics. Désactiver. J'ai regardé l'écran se charger. J'ai regardé les coches de confirmation vertes apparaître une par une. Il a fallu moins de 40 secondes pour sectionner de façon permanente les artères financières dans lesquelles je saignais depuis près d'une décennie. Au moment où je suis arrivé à mon appartement, mon téléphone explosait agressivement. 13 appels manqués de mon père. 7 messages textes de ma mère me traitant d'ingrat, de dramatique, et exigeant que je réactive les cartes de crédit immédiatement ou ils appelleraient la police. J'ai jeté le téléphone sur mon canapé. L'ignorant, je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant l'horizon scintillant de Seattle. La tempête ne faisait que commencer. La ruine financière à laquelle ils allaient faire face sans mon argent allait être catastrophique. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre, c'est que leur couper leur allocation mensuelle n'était que le début. La vraie tempête, l'avalanche juridique sous laquelle j'étais sur le point de les enterrer, était encore à venir. Et quand elle frapperait enfin, il n'y aurait plus aucun endroit où ils pourraient se cacher. Les jours qui ont immédiatement suivi ce dîner désastreux et bouleversant au Del Monaco ont été un flou étrange et surréaliste de silence absolu et de travail implacable et punitif.
Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, mon smartphone ne vibrait pas agressivement toutes les quelques heures avec des exigences déraisonnables, des plaintes mesquines ou des urgences financières entièrement fabriquées de mes parents à Rochester. Couper ses cartes de crédit et annuler délibérément ses virements bancaires automatiques avait enfin accompli la seule chose que des années de plaidoyer logique et de supplication désespérée n'avaient jamais pu faire. Les faire taire complètement. Mais je connaissais la dynamique de ma famille mieux que mon propre reflet dans le miroir. Je savais avec une certitude absolue que ce lourd silence n'était pas un signe d'acceptation ou de réflexion de leur part. C'était une retraite tactique hautement calculée. Ils se regroupaient simplement dans le noir, rassemblant leurs forces tordues et essayant désespérément de trouver comment rouvrir le coffre de mon compte en banque. Ils attendaient que je me sente coupable. Ils attendaient que la programmation de toute une vie d'obéissance se mette en marche et me force à m'excuser pour leur comportement atroce. Marcus, mon plus proche collègue et la seule personne qui comprenait vraiment la profondeur de la trahison de cette nuit-là, a pratiquement emménagé dans mon appartement du centre-ville ce premier week-end incroyablement difficile. Il ne m'a pas traité comme une victime fragile, ce que j'ai profondément apprécié. Il a apporté des contenants de plats à emporter graisseux d'un restaurant thaïlandais local, une pile de dossiers d'entreprise lourdement caviardés et une bouteille de whisky ridiculement chère qu'il a nonchalamment prétendu avoir juste dans sa cuisine. Il ne m'a pas poussé à parler du commentaire horrible de ma mère. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il s'est simplement assis sur mon canapé, examinant tranquillement des dossiers de clients complexes sur son ordinateur portable pendant que je restais dans le noir, fixant sans expression la pluie incessante de Seattle frappant la vitre épaisse de la fenêtre de mon salon. Quand je me suis finalement retourné et lui ai dit exactement ce que j'avais fait avec les comptes bancaires et les lignes de crédit, Marcus a cessé de taper. Il a fermé son ordinateur portable d'un clic doux, m'a versé un autre verre généreux de whisky ambré et m'a regardé droit dans les yeux. « Il était grand temps que tu te sauves, David », a dit Marcus, sa voix entièrement dépourvue de pitié et pleine d'une loyauté féroce. Tu as porté leur poids mort pendant une décennie. Laisse-les se noyer dans leur propre désordre financier. Tu ne leur dois absolument rien. J'ai pris son conseil à cœur et je me suis entièrement plongé dans mon travail exigeant à la société de conseil en entreprise. L'énorme accord de restructuration immobilière commerciale que je gérais actuellement exigeait ma concentration absolue et sans partage. Nous avions affaire à un client d'entreprise majeur qui faisait face à un procès catastrophique de plusieurs millions de dollars pour une série de propriétés commerciales en défaut de paiement. Monsieur Sterling, notre PDG brillant et intimidant, m'avait personnellement fait confiance pour naviguer dans ce champ de mines juridiques incroyablement dangereux. Je vivais pratiquement au bureau, dormant sur un petit canapé en cuir dans la salle de pause plus souvent que dans mon propre lit. Les semaines de travail éreintantes de 90 heures ont été une bénédiction absolue déguisée. La pression incessante du procès a gardé mon esprit vif comme un rasoir et fermement ancré dans le présent, gardant mes pensées loin de la gravité toxique et suffocante de mes parents et du frère qui se promenait actuellement dans une Porsche financée par ma misère. Mais la paix durement gagnée a été brusquement interrompue environ 3 semaines plus tard par un appel téléphonique d'un numéro inconnu de New York. J'ai répondu sans réfléchir, supposant que c'était le conseil de la partie adverse pour l'affaire immobilière. Au lieu de cela, c'était Jason. Jason était un gars avec qui j'ai grandi dans ma ville natale de Rochester. Nous avons joué au baseball ensemble, navigué dans les couloirs gênants du collège ensemble, et bien que nous nous soyons naturellement éloignés pendant mes années universitaires intenses, je l'avais toujours considéré comme un ami relativement décent. J'avais même passé des heures à l'aider à réécrire complètement son CV quelques années auparavant pour l'aider à décrocher un emploi d'entreprise décent dans la vente de logiciels. David, mec, ça fait une éternité, a dit Jason, sa voix résonnant dans le haut-parleur du téléphone avec une gaieté artificielle et forte qui a immédiatement mis mes nerfs à vif. Je viens de voir la mise à jour sur ta promotion massive sur LinkedIn. Consultant senior dans un gratte-ciel de Seattle. C'est absolument énorme, mec. Quel genre de salaire il te donne pour un titre aussi chic? Tu dois nager dans l'argent. J'ai froncé les sourcils profondément, me penchant en arrière dans mon fauteuil de bureau ergonomique et me frottant les yeux fatigués. La question était incroyablement directe, intrusive et complètement hors de caractère pour un gars à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Le salaire paie les factures, Jason, ai-je répondu doucement, gardant mon ton parfaitement neutre et professionnel. Comment vas-tu? Oh, tu me connais. Je trime dans les tranchées de la vente, Harry Jason, bien que le son soit incroyablement forcé et creux. En fait, je vais être à Seattle la semaine prochaine pour une grande conférence technologique. J'adorerais prendre une bière,
rattraper le temps perdu, voir où travaille le grand ponte. Quelle est l'adresse exacte de ton entreprise d'ailleurs? Peut-être que je peux passer à ton bureau et t'emmener déjeuner. Quelque chose au fond de mes tripes s'est violemment tordu. Les poils sur ma nuque se sont dressés. Le timing de cette soudaine prise de contact amicale était beaucoup trop parfait pour être une coïncidence. Ma famille venait d'être complètement coupée financièrement. Leur principale source de revenus volés avait entièrement disparu. Et soudain, mon vieil ami de ma ville natale essayait désespérément et agressivement de découvrir mon salaire exact à 6 chiffres et l'emplacement physique de mon immeuble de bureau. Je suis complètement surbooké la semaine prochaine, Jason, ai-je dit, ma voix se durcissant. J'ai un audit client majeur qui requiert mon attention 24 heures sur 24. Oh, allez, mec. Tu ne peux même pas trouver 20 minutes pour un déjeuner rapide avec un vieil ami, a insisté Jason, son ton passant de trop amical à légèrement manipulateur. En fait, ta mère a mentionné que tu travaillais beaucoup trop ces jours-ci. Elle a dit que vous aviez eu une petite dispute à un dîner, mais tu sais, la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Tu devrais vraiment prendre le téléphone et l'appeler, David. Elle est incroyablement inquiète pour ta santé mentale. Elle pense que le stress de la ville te pèse. Le voilà, l'hameçon acéré et empoisonné caché dans l'appât. J'ai fermé les yeux, sentant une vague froide et lourde de dégoût absolument m'envahir. Jason n'appelait pas pour prendre des nouvelles. Il agissait comme un intermédiaire volontaire pour ma mère. Elle l'avait spécifiquement enrôlé pour recueillir des renseignements cruciaux. Elle voulait désespérément l'adresse exacte de mon bureau pour pouvoir se présenter à l'improviste et provoquer une scène catastrophique devant mes supérieurs. Elle voulait connaître les chiffres exacts de mon nouveau salaire pour pouvoir s'asseoir à sa table de cuisine et calculer exactement combien d'argent elle se sentait en droit de me demander agressivement. Elle utilisait mon ami d'enfance pour me traquer. Jason, ai-je dit, ma voix baissant à un registre bas, plat et totalement terrifiant. N'appelle plus jamais ce numéro et dis à Eleanor qu'elle doit trouver un nouvel espion. J'ai raccroché le téléphone avant qu'il ne puisse balbutier une réponse pathétique et j'ai immédiatement bloqué son numéro. J'ai ensuite ouvert mon ordinateur portable, consulté les profils des réseaux sociaux de ma tante Suzanne et j'ai fait quelques recherches rapides. Bien sûr, il y avait plusieurs commentaires critiques récents de Jason sur ses publications sur l'aide aux familles pour rester connecté. C'était un effort coordonné et profondément pathétique. La trahison d'un ami d'enfance m'a brièvement piqué, mais elle n'a finalement fait que solidifier ma résolution à toute épreuve. J'étais complètement entouré de manipulateurs, de menteurs et de vampires émotionnels, et j'avais désespérément besoin de renforcer mes défenses de façon permanente. 6 mois incroyablement productifs sont passés en un éclair. Le lourd silence de Rochester s'est prolongé, mais ma carrière professionnelle à Seattle a complètement explosé. Notre société de conseil a finalisé avec succès l'énorme accord de restructuration immobilière, sauvant le client d'entreprise de la faillite totale et générant un afflux de revenus vraiment massif et sans précédent pour nos partenaires seniors. Monsieur Sterling m'a appelé dans son spacieux bureau vitré un mardi après-midi pluvieux. Il ne m'a pas offert de siège. Il a simplement poussé un épais dossier en cuir noir sur son bureau en acajou poli. Ouvre-le, David. Regarde à l'intérieur, a ordonné Sterling, ses yeux brillants d'un respect rare et sincère. J'ai ouvert le lourd dossier. À l'intérieur se trouvait un tout nouveau contrat incroyablement lucratif. Il me promouvait officiellement au poste très convoité de partenaire junior. Le package de rémunération de base était absolument stupéfiant, mais c'est la part significative d'actions dans l'entreprise qui m'a vraiment choqué. Mon avenir financier était complètement et définitivement assuré. Tu as mérité chaque page de ce contrat, David, a dit Sterling, contournant son bureau et s'appuyant sur le bord. Tu as un esprit juridique brillant. Mais avec ce nouveau titre prestigieux vient un nouveau niveau de responsabilité terrifiant. Nous venons de finaliser l'acquisition agressive d'un portefeuille massif de dettes toxiques en difficulté d'une banque régionale en faillite sur la côte est. C'est un véritable cauchemar de dossier. Nous parlons de prêts à la consommation à haut risque, de contrats de location de voitures de luxe en défaut, de lignes de crédit abandonnées et d'hypothèques impayées. Je veux que tu diriges personnellement le département qui audite ce désastre de portefeuille. J'ai besoin que tu le nettoies, que tu liquides impitoyablement le poids mort, que tu intentes les poursuites nécessaires et que tu réalises un profit massif pour cette entreprise. J'ai accepté le défi monumental immédiatement, en lui serrant fermement la main. Pendant les 4 semaines suivantes, j'ai travaillé en très étroite collaboration avec Monsieur Vance,
le chef terrifiant et efficace du département de recouvrement de créances et d'exécution légale de notre entreprise. Nous avons passé au peigne fin des milliers de pages de ruines financières, à la recherche d'actifs récupérables et à la préparation d'actions en justice agressive. Et puis, tard un jeudi soir, alors que j'étais seul dans mon bureau, à vérifier les contrats de location de voitures en défaut dans le portefeuille de la côte et nouvellement acquis, un nom spécifique et douloureusement familier a clignoté sur mon écran d'ordinateur haute résolution. Le nom d'Arthur. Mon cœur s'est complètement arrêté de battre dans ma poitrine. L'air a quitté mes poumons. Je me suis penché plus près de l'écran lumineux, mes yeux balayant rapidement les lignes lourdement caviardées du dossier juridique numérique. Ce n'était pas une erreur de secrétariat. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le contrat de location juridiquement contraignant exact pour la Porsche 911 de luxe. La même Porsche que j'avais financée sans le savoir et contre mon gré avec mon sang et ma sueur pendant des années. Lorsque j'ai brusquement coupé les virements automatiques le soir du dîner de remise des diplômes, Arthur, complètement dépourvu de tout revenu réel ou d'éthique de travail, avait entièrement manqué de faire les paiements mensuels exorbitants. Le concessionnaire désespéré avait immédiatement vendu le contrat de location en défaut à une agence de recouvrement régionale impitoyable, qu'il avait ensuite regroupé dans le portefeuille massif et toxique de dettes en difficulté que notre société de conseil de Seattle venait d'acheter pour une bouchée de pain. Mes mains ont commencé à trembler légèrement alors que je consultais les comptes de crédit croisés associés au dossier. Le nom de ma mère, le nom de mon père, ils étaient là. Des cartes de crédit premium au maximum, des prêts personnels à taux d'intérêt élevés en défaut, des lignes de crédit gravement en souffrance sans mon injection mensuelle de $2000 d'argent volé. Tout leur château de cartes financiers fabriqués s'était complètement et spectaculairement effondré en moins de 6 mois. Et par un coup de justice cosmique absolument incroyable, presque poétique, la société de conseil d'élite où j'étais maintenant un partenaire junior puissant avait légalement acheté leurs dettes massives. Légalement, sur le papier, mon entreprise les possédait. Nous possédions leurs voitures. Nous possédions leur crédit. Nous possédions pratiquement le toit au-dessus de leur tête. Et j'étais le cadre supérieur chargé de liquider sans pitié ce portefeuille exact. Je me suis adossé à mon fauteuil ergonomique dans le bureau calme et sombre, écoutant la pluie frapper la vitre. Une prise de conscience lente, incroyablement dangereuse et profondément satisfaisante a commencé à s'épanouir au centre de ma poitrine. Je n'avais plus seulement ma liberté personnelle. J'avais un pouvoir juridique absolu et inflexible sur les personnes même qui avaient passé toute ma vie à essayer de me détruire. Le lundi matin suivant, à 9h15 précise, la réceptionniste de l'accueil a appelé ma ligne directe de bureau. Sa voix était incroyablement paniquée et basse. « David, je suis vraiment désolé de vous déranger avec ça. Il y a 3 personnes très agressives dans le hall principal qui exigent de vous voir tout de suite. Elles n'ont pas de rendez-vous. » La femme plus âgée crie sur l'agent de sécurité, faisant une scène énorme, exigeant le salaire de son fils et criant à propos d'un fonds d'études volé. Cela cause une énorme perturbation. J'ai regardé le combiné du téléphone dans ma main. Un sourire froid, prédateur et totalement impitoyable s'est lentement dessiné sur mon visage. Le piège n'avait pas été tendu par moi. Ils étaient entrés aveuglément dans les mâchoires d'acier tout seuls. N'appelez pas la police pour l'instant, ai-je dit à la réceptionniste terrifiée, ma voix parfaitement calme. Envoyez-les dans la salle de conférence B. Ne leur offrez pas de café. J'arrive tout de suite. Je me suis lentement levé de mon lourd bureau en chêne, boutonnant le devant de ma veste de costume anthracite sur mesure. Je suis sorti de mon bureau et j'ai descendu le long couloir vitré de l'étage de la direction. Mes chaussures en cuir étaient complètement silencieuses sur l'épaisse et coûteuse moquette de l'entreprise. Je ne ressentais absolument aucune peur. Je ne ressentais aucune anxiété d'enfance persistante. Je ne ressentais que la certitude froide, dure et terrifiante d'un homme qui tenait toutes les cartes gagnantes dans sa main et qui était sur le point de les étaler toutes face visible sur la table. Je me suis arrêté juste devant les lourdes portes en verre dépoli de la salle de conférence B. Prenant une profonde et régulière inspiration pour éradiquer complètement toute trace d'émotion de mon visage, j'ai poussé la lourde porte en verre et je suis entré. Ma mère, mon père et Arthur se tenaient au centre de l'immense pièce. Ils avaient l'air absolument atroces. Le vernis poli, arrogant et agressivement supérieur qu'ils avaient si soigneusement entretenu au restaurant d'El Monaco quelques mois auparavant avait complètement, totalement disparu. Le costume prétendument cher de mon père avait l'air incroyablement bon marché, froissé et mal ajusté. Les cheveux de ma mère étaient en désordre,
les racines visibles, et ses yeux parcouraient la luxueuse et intimidante salle de conférence avec un mélange chaotique de cupidité intense et vorace et de panique désespérée et sous-jacente. Et Arthur, l'enfant prodige, se tenait légèrement derrière nos parents, l'air pâle, terrifié et complètement hors de son élément. Il serrait agressivement le porte-clés en cuir de sa précieuse Porsche dans sa main moite comme si c'était une bouée de sauvetage physique qui l'empêchait de se noyer. « Il était grand temps que tu te montres », a sèchement répliqué ma mère à la seconde où je suis entré dans la pièce, bien que sa voix manque notablement de son habituelle force de commandement terrifiante. Elle vacillait légèrement. « As-tu la moindre idée de la difficulté que nous avons eue à trouver cet endroit ? Nous avons dû pratiquement supplier Jason pour l'adresse après que tu aies si grossièrement bloqué son numéro. » J'ai marché calmement, délibérément, jusqu'au bout de la très longue table en chêne poli. Je n'ai pas tiré de chaise. Je ne me suis pas assis. J'ai simplement posé mes mains à plat sur le bois frais et je les ai fixées en silence total pendant 10 longues secondes, laissant l'immense dynamique de pouvoir de la pièce les écraser. Vous avez exactement 2 minutes pour expliquer précisément pourquoi vous vous introduisez agressivement dans les bureaux privés de mon entreprise avant que je fasse escorter physiquement par la sécurité armée jusqu'à la rue, ai-je dit. Ma voix était complètement plate, entièrement dépourvue de colère, de tristesse ou de chaleur familiale. Mon père s'est immédiatement avancé, essayant désespérément de bomber le torse, tentant une dernière fois de jouer le rôle du patriarche intimidant et incontestable. N'ose pas prendre ce ton irrespectueux avec moi, David. Tu es toujours mon fils, que ça te plaise ou non, a aboyé mon père, bien que ses mains tremblent légèrement. Nous sommes ici parce que tu as commis une terrible erreur impulsive lorsque tu as fait ta petite crise de colère enfantine au restaurant et que tu as égoïstement coupé les comptes bancaires. Tu as gravement endommagé la cote de crédit de ton frère. Le concessionnaire menace agressivement d'envoyer des huissiers pour la voiture d'Arthur. La banque menace d'un procès ruineux et massif pour les cartes de crédit que tu nous as forcés à utiliser. La start-up technologique d'Arthur est à une phase de développement cruciale et délicate, a plaidé ma mère à voix haute, s'avançant, bien que ses yeux soient durs, calculateurs et exigeants. Il a désespérément besoin de cette voiture de luxe pour les réunions d'investisseurs de haut niveau. Tu gagnes un énorme salaire à 6 chiffres maintenant, David. Nous voyons le luxe de ce bureau. Nous savons que tu as eu une promotion massive. Tu dois sortir ton chéquier et faire un chèque tout de suite pour régler les arriérés substantiels et rétablir immédiatement les virements mensuels. Tu as volé son fonds d'études en refusant de l'aider. La famille est de la famille, David. Je les ai fixés sans ciller. L'audace pure, non frelatée et ahurissante de leurs demandes ridicules était presque physiquement à couper le souffle. Ils avaient traversé tout le pays, retrouvé agressivement mon lieu de travail hautement sécurisé en utilisant un espion, provoqué une scène publique humiliante dans le hall de mon entreprise. Et exigeaient maintenant agressivement et vertueusement mon salaire durement gagné pour financer une voiture de sport de luxe pour un homme de 26 ans qui refusait absolument de travailler un seul jour de sa vie. Arthur, ai-je dit, ignorant complètement les divagations frénétiques de mes parents. J'ai fixé mon frère dans les yeux. Ses yeux se sont immédiatement détournés. Es-tu vraiment en train de monter une start-up technologique, Arthur ? Arthur a dégluti très difficilement, sa pomme d'Adam se balançant, regardant rapidement notre mère pour obtenir des conseils et de la protection comme un bambin effrayé. J'ai des idées très solides, David. Je suis en train de réseauter agressivement dans les bons cercles. Tu as 26 ans, ai-je dit doucement, ma voix coupant à travers la pièce silencieuse comme un scalpel chirurgical. Tu n'as jamais occupé un seul emploi pendant plus de 3 semaines consécutives. Tu conduis une Porsche entièrement financée par le sang, la sueur et la faim de ton frère aîné. Et tu utilises les cartes de crédit volées de nos parents pour acheter des boissons incroyablement chères pour des étudiants à Miami. Comment oses-tu parler à ton frère comme ça, a crié ma mère à plein poumon, claquant violemment sa main à plat sur la table en chêne. Tu vas faire ce fichu chèque tout de suite, David. Tu nous dois bien ça pour t'avoir élevé sous notre toit. Si tu ne paies pas la banque tout de suite, ils vont intenter un procès et prendre absolument tout ce que nous avons. Je n'ai pas bronché. J'ai lentement, délibérément, mis la main dans la poche intérieure de ma veste de costume et j'ai sorti mon smartphone. J'ai appuyé sur un seul bouton de l'écran. Monsieur Vance, ai-je dit calmement dans le haut-parleur. Pourriez-vous s'il vous plaît apporter les dossiers du portefeuille de dette en difficulté de la côte et à la salle de conférence B immédiatement ? Plus précisément, j'ai besoin des 3 épais dossiers rouges. Tout de suite, David, a répondu la voix bourrue et très intimidante de Vance à travers le haut-parleur.
Mes parents ont échangé un regard profondément confus et très paniqué. « Qui diable est Monsieur Vance ?» a exigé mon père, sa voix se brisant légèrement. « Appelles-tu ton avocat d'entreprise ? Parce que nous pouvons absolument appeler le nôtre. Nous connaissons des gens. » « Vous ne pouvez pas vous permettre un avocat ?» ai-je déclaré simplement, énonçant un fait mathématique absolu et indéniable. Un instant plus tard, la lourde porte en verre s'est ouverte. Monsieur Vance, un homme grand, incroyablement large d'épaules, qui avait passé 20 années impitoyables dans des litiges d'entreprise à haut risque et un recouvrement de créances agressif et sans excuse, est entré dans la pièce. Il portait 3 dossiers rouges incroyablement épais et de couleur vive. Il s'est approché de la table, les a placés proprement en rangée juste devant moi, a jeté un regard complètement dédaigneux et dégoûté à ma famille terrifiée, et s'est tenu silencieusement près de la porte, croisant ses bras massifs. J'ai lentement pris le premier lourd dossier rouge. Je l'ai ouvert et j'ai méticuleusement étalé les documents juridiques complexes sur la table en chaîne lisse pour qu'il les voie. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose, Robert » ai-je dit en utilisant intentionnellement le prénom de mon père, le regardant tressaillir physiquement face à ce profond manque de respect. Vous avez complètement, à 100% raison. La banque régionale menace en effet d'un procès massif. Le concessionnaire de luxe se prépare absolument à reprendre violemment la Porsche. Les cartes de crédit premium sont entièrement, désespérément en défaut. Mais vous êtes très confus quant à savoir à qui exactement vous devez tout cet argent. J'ai tapoté la épaisse pile de documents juridiques sur la table avec mon index. Il y a 2 semaines, cette exacte société de conseil, la firme d'élite où je suis actuellement assis en tant que partenaire junior hautement rémunéré, a acheté un portefeuille massif de plusieurs millions de dollars de dettes toxiques en difficulté de votre banque régionale spécifique à Rochester. Nous l'avons acheté en gros pour une bouchée de pain avec l'objectif d'entreprise explicite et inflexible d'une liquidation agressive et impitoyable. Le visage de ma mère est instantanément devenu de la couleur maladive de la cendre humide. Tout le sang a quitté sa tête. Arthur a fait un pas frénétique en arrière, heurtant physiquement le mur derrière lui. Je suis le cadre supérieur exclusivement en charge de l'audit, de la gestion et de la liquidation de ce portefeuille spécifique, ai-je continué, ma voix résonnant fort et puissamment dans la pièce silencieuse. Je ne travaille pas pour votre banque. Je ne joue pas le rôle de votre fils obéissant et terrifié en ce moment. Je suis le seul représentant légal de votre principal créancier. Nous possédons légalement le contrat de location de la Porsche. Nous possédons légalement la dette de carte de crédit au maximum. Nous possédons légalement les prêts personnels secondaires que vous avez frauduleusement contractés pour financer le style de vie pathétique et fabriqué d'Arthur. C'est complètement impossible, a balbutié faiblement mon père, ses mains tremblant visiblement et violemment alors qu'il se penchait sur la table pour regarder désespérément les papiers. Il a vu sa propre signature désordonnée. Il a vu l'entête d'entreprise intimidant de ma firme solidement attachée à l'acte de cession légale. La réalité écrasante et absolue de la situation horrible s'est abattue sur ses épaules comme un coup de masse. C'est entièrement possible et c'est entièrement 100% légal, ai-je dit, sentant une incroyable et enivrante poussée de pouvoir absolu et vengeur inonder mes veines. Vous êtes entré dans mon immeuble pour exiger agressivement mon salaire pour rembourser une banque sans visage. Mais vous regardez directement le visage de la banque. Et je vous le dis ici, maintenant, en tant que votre créancier, que je rejette officiellement votre demande pathétique de prolongation de paiement. Je rejette officiellement votre demande de plan de règlement. David, s'il te plaît, a soudainement haleté ma mère, son masque arrogant et impénétrable se brisant complètement et violemment en 1 million de morceaux. Des larmes chaudes de terreur authentique et non frelatées ont jailli de ses yeux. La maître manipulatrice venait de perdre absolument tout son levier en quelques secondes. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes parents. Nous allons perdre la maison. Nous serons à la rue. Arthur ira en prison pour la fraude à la carte de crédit. Arthur a commis une fraude à la carte de crédit? J'ai levé un sourcil pointu, regardant Vance, feignant la surprise. Veuillez vous assurer de bien noter cela, monsieur Vance. Ce détail sera incroyablement utile pour le procès à venir et le renvoi pénal. Oui, monsieur. Dûment noté, a dit Vance, un sourire sombre et incroyablement satisfait jouant sur ses lèvres. Je vous ai absolument tout donné, ai-je dit, me penchant agressivement sur la table, rapprochant mon visage incroyablement près de celui de ma mère en pleurs. J'ai cumulé 3 emplois éreintants. J'ai complètement ruiné ma santé physique.
J'ai porté des chaussures bon marché avec d'énormes trous pour que vous puissiez vivre dans un monde fantastique ridicule. Et quand j'ai finalement accompli quelque chose de monumental, vous vous êtes assise dans un restaurant public et m'avez froidement dit que vous auriez souhaité que je ne sois jamais né. Je me suis redressé, calmement, ajustant mes boutons de manchette coûteux. Votre souhait est définitivement exaucé. Je ne suis pas David, le fils obéissant. Je suis David, le créancier d'entreprise. Monsieur Vance. Veuillez lancer la reprise de possession immédiate et forcée du véhicule de luxe actuellement garé sur notre parking visiteur et déposer officiellement le procès massif pour les soldes complètement en défaut d'ici la fin de la journée. Ne leur offrez absolument aucun règlement. Préparez-vous à saisir agressivement leur salaire. Mettez un privilège massif sur leurs biens immobiliers si vous le devez. Prenez tout. Arthur a laissé échapper un sanglot pathétique, aigu et incroyablement embarrassant. Mon père est resté complètement figé, totalement, complètement brisé par sa propre arrogance monumentale. Ma mère est tombée lourdement dans l'un des fauteuils en cuir coûteux, se couvrant le visage et gémissant bruyamment. Un son vraiment pathétique, mais ces larmes dramatiques ne m'ont absolument rien fait. Le puits profond de mon empathie était complètement, définitivement à sec. Faites-les sortir de mon entreprise, ai-je commandé à Monsieur Vance. Je leur ai complètement tourné le dos et j'ai marché résolument vers la porte, les laissant à leur ruine. Je ne suis absolument pas resté dans la pièce pour les voir être physiquement expulsés par notre équipe de sécurité, mais Monsieur Vance, toujours professionnel, m'a fait un rapport complet et très détaillé plus tard cet après-midi autour d'un café. La sécurité armée de l'entreprise a dû escorter physiquement mon père par le coude parce que ses jambes semblaient ne plus fonctionner sous le choc. Ma mère, perdant complètement la tête, a crié hystériquement tout le long de l'ascenseur et à travers le hall principal incroyablement bondé, menaçant agressivement d'appeler la police, s'humiliant complètement et totalement devant des dizaines de nos clients d'entreprises fortunées. Le moment le plus doux, le plus satisfaisant de toute l'épreuve, cependant, a appartenu à Arthur. Il avait marché frénétiquement jusqu'au parking visiteur, avec l'intention de sauter dans le siège du conducteur et de fuir l'état dans la Porsche, pour ne trouver qu'une dépanneuse commerciale massive et robuste déjà en train d'atteler solidement l'essieu arrière de la voiture de sport coûteuse. L'équipe de récupération de Vance a travaillé incroyablement vite. Arthur a en fait piqué une crise de colère hurlante sur le béton dur, criant des insanités au chauffeur de dépanneuse costaud, mais c'était complètement inutile. L'entreprise détenait légalement la pleine garde des biens physiques, et le véhicule a été saisi agressivement sous ses yeux. Mes parents et Arthur, complètement bloqués, ont été forcés de marcher jusqu'à un arrêt de bus sous la pluie battante et de prendre un bus de ville publique pour l'aéroport, leur façade de luxe ridicule et soigneusement entretenue étant entièrement, définitivement dépouillée. Dans les semaines éreintantes qui ont immédiatement suivi, la machinerie juridique massive et très efficace de notre société de conseil a implacablement broyé ce qui restait de leur fierté pathétique. Nos avocats ont agi avec une rapidité terrifiante. Nous avons réussi à obtenir des tribunaux et avons commencé à saisir agressivement les modestes comptes de retraite de mon père pour rembourser rapidement la montagne de dettes de cartes de crédit qu'ils avaient accumulées. Nous avons rapidement placé un lourd et inéluctable privilège juridique sur leurs biens immobiliers à Rochester. Ils étaient financièrement ruinés, faisant face à une faillite totale, entièrement de leur propre fait et de leur propre cupidité inflexible. Mais le rebondissement final, le plus écœurant, absolument ahurissant de tout le cauchemar est arrivé exactement un mois plus tard. Il est arrivé enfoui dans une enveloppe blanche standard et bon marché livrée directement à mon bureau privé. C'était une lettre d'Arthur. Elle était entièrement manuscrite. L'écriture à l'encre bleue était désordonnée, frénétique et à peine lisible. Il n'écrivait absolument pas pour s'excuser sincèrement de ses années d'abus. Il écrivait pour rejeter agressivement la faute, exactement comme on lui avait méticuleusement appris à le faire toute sa vie pathétique. Mais dans sa tentative désespérée et lâche de jeter complètement nos parents sous le bus pour sauver sa propre peau, il a accidentellement révélé un secret massif et terrifiant qui a finalement expliqué les coins les plus sombres et les plus déroutants de mon enfance. David, tu dois dire à tes avocats d'arrêter le procès massif, commençait la lettre frénétique d'Arthur. Ce n'était absolument pas mon idée de prendre ton argent durement gagné. Maman et papa ont tout planifié. Il y a 5 ans, quand tu as commencé à gagner vraiment bien ta vie en donnant des cours de soutien à ses étudiants. Papa a dit à maman que si tu économisais assez de ton salaire, tu finirais par acheter ton propre bien immobilier ou te marier, constituer un fonds de divorce massif et les laisser complètement derrière.
Ils m'ont explicitement et délibérément dit de prendre le contrat de location de la Porsche chère et de maximiser complètement les cartes de crédit premium pour qu'ils puissent agressivement culpabiliser pour tout payer. Maman a spécifiquement dit que s'ils gardaient tes comptes en banque entièrement vidés et te maintenaient physiquement épuisé par le travail, tu n'aurais jamais l'énergie ou l'indépendance financière pour quitter la famille. Ils m'ont intentionnellement utilisé pour te garder piégé en permanence. Punis-les, David, pas moi. Je suis resté figé à mon immense bureau en chêne, fixant l'encre bleue désordonnée sur le papier de cahier incroyablement bon marché. Ils m'ont délibérément, systématiquement vidé. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion financière ou un favoritisme aveugle et mal avisé envers Arthur. C'était une stratégie hautement calculée, profondément prédatrice, à la limite de la sociopathie. Ma propre mère et mon propre père ont intentionnellement conspiré pour me maintenir complètement appauvri, physiquement épuisé et émotionnellement brisé afin que je reste leur esclave financier permanent et incontesté. Ils ne voulaient pas d'un fils. Ils voulaient un serviteur sous contrat qui financerait leur vie ridicule pour toujours. Ils ont activement comploté pour voler mon avenir afin que je ne puisse jamais me permettre un héritage pour mes propres enfants ou même une vie de base. Une version beaucoup plus jeune de moi, le petit garçon désespéré qui désirait leur amour et leur approbation par-dessus tout, aurait pu s'effondrer et pleurer hystériquement face à cette révélation horrifiante. Il aurait pu demander pourquoi à une pièce vide et silencieuse, mais ce garçon est officiellement mort à la table du dîner au Del Monaco. Il a eu ses funérailles émotionnelles il y a des mois. Je n'ai absolument rien ressenti en lisant cette lettre, mais un dégoût froid, clinique et profond. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je n'ai pas appelé Arthur pour vérifier avec colère les détails horribles. Je me suis simplement levé de ma chaise, j'ai marché délibérément jusqu'au destructeur de papier d'entreprise robuste qui bourdonnait silencieusement dans le coin de mon bureau, et j'ai introduit la lettre directement dans les dents métalliques acérées. J'ai regardé le papier bon marché être instantanément détruit, déchiqueté en 100 morceaux complètement méconnaissables. La destruction physique de cette confession écrite était l'acte final nécessaire à ma purification interne. J'ai réalisé à ce moment précis que garder leur sombre secret, porter leur lourde honte et analyser sans cesse leur motivation toxique n'était qu'une autre manière subtile de les laisser contrôler mon esprit. En déchiquetant la confession et en refusant de m'engager, je démissionnais formellement et définitivement du rôle horrible qu'ils m'avaient violemment imposé. Je n'étais plus la victime tragique de leur stratagème cruel. J'étais le puissant architecte de leurs conséquences ultimes. Le procès massif s'est poursuivi sans la moindre once de pitié. La maison familiale à Rochester a finalement été saisie et vendue à une perte sèche aux enchères pour couvrir leurs dettes massives et croissantes. J'ai entendu par le bouche à oreille de l'entreprise, juste avant de bloquer complètement et définitivement Suzanne et le reste de la famille élargie toxique, que mes parents ont été contraints de déménager à la hâte dans un petit appartement exigu et incroyablement délabré à la périphérie absolue de la ville. Arthur, complètement dépouillé de sa voiture de luxe, de son allocation sans fin et de son bouclier protecteur, a finalement été contraint de prendre un emploi éreintant au salaire minimum, remplissant des étagères lourdes dans un Walmart local juste pour survivre. L'enfant prodige a finalement été, douloureusement, initié au monde réel, et il l'a trouvé entièrement impitoyable. Ils avaient désespérément essayé de m'enterrer vivant sous le poids suffocant de leurs attentes et de leur cupidité implacable. Mais ils n'ont pas réalisé que j'étais une graine incroyablement résistante. Et l'immense pression qu'ils ont appliquée n'a fait que me forcer à devenir plus fort, brisant violemment la terre lourde pour enfin atteindre la lumière. L'histoire incroyable et très dramatique de ma promotion soudaine et sans précédent au poste de partenaire junior est la manière impitoyable, brillante et juridiquement impeccable dont notre entreprise a géré l'acquisition agressive du portefeuille de dettes en difficulté de la côte et a commencé à circuler rapidement dans les cercles d'élite de l'entreprise à Seattle. Elle a rapidement attiré l'attention intense d'un grand magazine d'affaires national très respecté. Ils m'ont poursuivi agressivement, voulant faire un article de fond massif sur ma trajectoire de carrière. La journaliste chevronnée, une femme vive, incroyablement perspicace et très intelligente nommée Elena, s'est assise directement en face de moi dans mon spacieux bureau pour l'interview exclusive. Elle a posé des questions incroyablement détaillées sur mes stratégies financières complexes, mon analyse de marché agressive et la façon dont j'ai réussi à garder la tête complètement froide et calculatrice lors de litiges d'entreprise à haut risque de plusieurs millions de dollars. Vous avez une réputation féroce dans cette ville pour être entièrement, complètement inébranlable, David, a dit Elena, se penchant en avant, son enregistreur numérique clignotant une lumière rouge fixe sur la table polie entre nous. La plupart des partenaires juniors craquent complètement sous la pression immense de la liquidation impitoyable d'actifs hostiles.
Ils perdent le sommeil. Ils s'épuisent. D'où vient cette résilience incroyable, presque terrifiante? J'ai tourné la tête et j'ai regardé par les immenses baies vitrées de mon bureau. C'était une journée parfaitement claire et incroyablement belle à Seattle. L'eau bleue profonde de la baie scintillait brillamment au loin. J'ai pensé profondément au restaurant graisseux de Rochester où je récurais les sols. J'ai pensé à l'appartement universitaire glacial et non chauffé, aux virements bancaires annulés, à la lettre de confession déchiquetée et au regard de panique pur et non frelaté sur le visage de ma mère dans la salle de conférence B. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire arrogant. C'était un sourire sincère, calme et profondément paisible. La résilience n'est absolument pas quelque chose avec lequel on est comme par magie, Elena, ai-je dit lentement, choisissant mes mots avec une précision absolue et délibérée pour l'enregistreur. C'est quelque chose que l'on est violemment forcé de construire brique par brique lorsque le sol sous vos pieds se dérobe constamment et agressivement. Vous apprenez rapidement à être entièrement inébranlable lorsque vous réalisez enfin que la seule personne qui viendra vous sauver de la noyade, c'est vous. J'ai survécu aux batailles les plus dures et les plus éreintantes de toute ma vie bien avant de mettre les pieds dans une salle de conseil d'administration sophistiquée. Les affaires d'entreprise complexes sont incroyablement faciles par rapport au traumatisme familial. Survivre à la trahison profonde des personnes qui étaient biologiquement censées vous aimer et vous protéger est le véritable travail angoissant. Une fois que vous avez gagné la féroce bataille pour la garde de votre propre santé mentale, aucun procès d'entreprise ne pourra jamais vous faire peur. Lorsque l'article détaillé et approfondi a finalement été mis en ligne sur le site web du magazine, la réponse du public a été absolument stupéfiante. Il est devenu complètement, massivement viral, atteignant bien au-delà du secteur isolé de la finance d'entreprise. Ma boîte de réception de courriels professionnels a été instantanément inondée, non seulement de demandes de clients lucratives, mais de littéralement des centaines de messages profondément émotionnels d'étrangers de tout le pays. Des gens qui avaient tranquillement enduré des parents gravement narcissiques. Des gens qui avaient été le bouc émissaire désigné de la famille. Des gens qui avaient été financièrement et émotionnellement saignés à blanc par ceux en qui ils avaient le plus confiance au monde. Ils ont écrit des courriels incroyablement longs, très détaillés et profondément émouvants me racontant comment mon histoire spécifique leur avait donné le courage incroyable de finalement vérifier leur propre compte bancaire exploité, d'engager un avocat impitoyable. D'exiger leur héritage légitime, de couper enfin les cordons toxiques et suffocants qu'ils traînaient depuis des décennies. Lire leurs histoires douloureuses, c'était comme se tenir dans une immense pièce vivement éclairée, complètement entourée de visages que je n'avais jamais rencontrés, mais dont je comprenais la douleur profonde et silencieuse à un niveau cellulaire profond. Je n'étais absolument pas seul. La souffrance silencieuse et angoissante que j'avais endurée pendant des années à Rochester était un langage universel et tragique parlé par des milliers de personnes. Un soir tranquille, environ un an après la confrontation explosive et bouleversante dans la salle de conférence de l'entreprise, je suis sorti sur le vaste balcon privé de mon incroyable nouvel appartement Penthouse. L'horizon vibrant de Seattle pulsait doucement et magnifiquement sous une fraîche couche de brume du soir. Je tenais un lourd verre en cristal de Bourbon incroyablement cher, le genre exact que mon père avait l'habitude de boire pour se sentir important. Mais j'ai acheté cette bouteille spécifique avec mon propre argent, gagné entièrement grâce à ma propre brillance et à mon travail acharné. Je me suis appuyé confortablement contre la rampe en verre épaisse, laissant l'air frais, humide et incroyablement rafraîchissant se poser sur ma peau. La ville massive scintillait brillamment en contrebas. Une belle dispersion de lumière dorée et bleue se reflétant parfaitement sur l'eau sombre et calme de la baie. Le monde semblait incroyablement vaste, entièrement ouvert, et pour la toute première fois de ma vie, il semblait plein de possibilités authentiques et illimitées. J'ai pensé brièvement au jeune homme épuisé et profondément désespéré qui a passé des années à essayer de gagner une affection de base et fondamentale de personnes cruelles qui traitaient l'amour comme une froide transaction financière. Ce jeune homme avait entièrement, définitivement disparu maintenant. Il avait été mis au repos. À sa place se tenait quelqu'un de plus stable, de plus dur, de beaucoup plus intelligent et indéniablement complet. J'avais méticuleusement construit une immense forteresse autour de ma paix intérieure, et les épais murs de pierre étaient entièrement impénétrables. Je n'espérais absolument pas que mes parents appellent. Je n'espérais pas secrètement des excuses miraculeuses et larmoyantes qui ne viendraient jamais. Je ne répétais pas anxieusement ce que je dirais s'ils se présentaient soudainement en pleurant à ma porte sécurisée. Je respirais simplement, stablement, sans aucune hâte, et enfin, absolument libre de leur chaîne toxique. Peut-être que je n'ai jamais été le fils obéissant, sacrificiel et complètement brisé qu'ils voulaient désespérément que je sois.
Mais à travers leur cruauté horrible, je suis devenu l'homme farouchement indépendant et entièrement incassable que j'avais désespérément besoin d'être. Et l'immense empire que je construis maintenant n'appartient à personne d'autre que moi. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me permet aussi de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Si vous avez déjà porté le poids insupportable et suffocant d'une famille toxique qui ne voyait votre valeur que dans ce qu'elle pouvait extraire de vous, sachez ceci, vous n'êtes absolument pas fou. Vous n'êtes absolument pas égoïste. Et vous n'êtes certainement pas seul. Vous avez le droit absolu et indéniable de protéger impitoyablement votre paix, vos finances et votre santé mentale, même si cela signifie vous éloigner définitivement des personnes qui partagent votre sang. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.